Comme chaque matin, deux hommes montent dans la même voiture, sur l'autoroute 17 entre Santa Cruz et la Silicon Valley. L'un des deux hommes dirige une entreprise de logiciels et l'autre y travaille dans le marketing. Le trajet est clairement trop long et pour tuer l'ennui, l'un des deux lance des idées de business. Des croquettes personnalisées pour chiens, des shampoings sur mesure ou encore même des battes de baseball taillées sur commande. Plus les idées sont farfelues, plus elles fusent. Et à chaque fois, son ami le regarde en souriant. Ça marchera jamais. Quelques jours plus tard, les deux hommes décident de tester une idée qu'ils avaient eue la veille. Ils entrent chez le disquaire de Santa Cruz et achètent un vieux CD d'occasion de Patsy Cline. Ils décident de le glisser dans une enveloppe à 35 cents et l'envoient à une adresse à côté de chez eux. Le lendemain, l'enveloppe arrive. Ils la déchirent et le disque est intact. Les deux hommes se regardent alors en souriant et ils viennent enfin de trouver leur idée de business. Le 29 août 1997, dans une petite ville nommée Scott Valley, au pied des montagnes de Santa Cruz, les deux hommes de la voiture donnent un nom à leur idée. Netflix. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que les deux amis se ressemblent en rien. Le premier est Reed Hastings, un mathématicien devenu informaticien. Il vient de vendre sa société de logiciels pour 700 millions de dollars, le plus gros rachat de l'histoire de la Silicon Valley à cette époque. Le second, c'est Mark Rudolph, un homme qui est taillé pour le marketing. Il a fait ses armes dans la vente par correspondance et il a collé des produits par catalogue. Le 14 avril 1998, à 8h du matin, dans les bureaux étriqués de Scott Valley, un ingénieur se penche sur son ordinateur. Il tape 2-3 commandes et met enfin le site en ligne. Pour vérifier que la machine tourne bien, l'un des fondateurs passe la toute première commande. Après quelques secondes d'attente, ça fonctionne. Sauf que 15 minutes plus tard, tout lâche. Les serveurs s'effondrent sous l'afflux. À l'époque, il n'y a clairement pas de cloud, alors ils filent chez Fry's, le magasin électronique du coin. Ils achètent des ordinateurs à l'appel pour avoir des serveurs en plus. En plus de ça, vers la fin de journée, ils tombent à court d'étiquettes. Alors ils décident de clôturer la journée et filent à la poste avant que ça ferme pour déposer les colis. En rentrant au bureau épuisés, ils décident de faire les comptes. Ils ont vendu en tout 200 commandes. Malgré ces premiers jours vraiment triomphants de la part de Netflix, l'année n'est clairement pas facile. À peine quelques mois plus tard, après le lancement officiel de la boîte, l'ambiance a changé. Les rires du covoiturage se sont éteints. Les comptes, eux, saignent et en 1999, l'entreprise enregistre des pertes records de 30 millions de dollars. Le coupable est vite pointé du doigt, c'est Amazon. Le géant de la vente en ligne vient d'ajouter les DVD à son catalogue. Contre lui, Netflix ne pèse rien. Il voit alors ses parts de marché s'effacer semaine après semaine. Le petit poussé regarde l'ogre avancer sans pouvoir rien faire. À ce moment-là, il faut réagir vite. Et un matin, dans la panique, Reed arrive au bureau avec une idée. Il en parle à Mark. Et si on arrêtait de vendre des films pour vendre des abonnements? 15,95$ par mois, pas de date de retour, pas de pénalité, pas de frais cachés. Tu prends 4 films, tu les regardes quand tu veux et tu les renvoies. À ce moment-là, on peut t'en renvoyer d'autres. Ce n'est pas une révolution technique, c'est une révolution de promesses. Et cette promesse allait devenir entre Netflix et ses abonnés une grande histoire d'amour. En janvier 2007, Netflix lance Watch Now. Au début, c'est presque rien, il faut juste installer un petit programme sur ton navigateur. Le nombre d'heures passées en streaming est plafonné. Il est indexé sur ton abonnement en DVD. À l'époque, 1 heure de streaming équivaut à 1$ dépensé. Le forfait est à 18$, donc tu peux regarder 18 heures par mois. On va pas se la cacher qu'à cette époque-là, le catalogue en streaming est ridicule. Il y a 1000 titres contre 70 000 en DVD. Le streaming à côté du disque, c'est clairement une petite flasque dans un océan. Au fond, c'est qu'un bonus, un petit supplément greffé sur le vrai produit, le DVD. Personne à ce moment-là est en train de se douter de ce qui va se passer par la suite. Car en 2008, Netflix décide de retirer le plafond. Le streaming est enfin en illimité. Si on décide de repenser au DVD à l'époque, regarder un film, c'était vraiment un parcours. On devait d'abord choisir à l'avance le film, attendre 2-3 jours le temps qu'il arrive, le recevoir, le regarder, puis enfin le renvoyer. Chaque étape était clairement une friction en plus pour l'utilisateur. Chaque moment où on passait avec cette friction-là, on pouvait se poser une question, est-ce que finalement j'ai vraiment encore envie de regarder ce film en question? Le streaming efface tout ça. L'envie et le film ne sont plus séparés par rien. Tu veux, tu cliques. Le désir et la satisfaction se touchent enfin. C'est clairement le premier moment où Netflix décide de supprimer un choix important. Le choix d'attendre et de désirer. Mais dans ce que annonce Netflix en 2008, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que Netflix récupère en échange. Avec le DVD, il savait ce que tu louais. Avec le streaming, il sait comment tu regardes. Chaque play, chaque pause, chaque retour en arrière, il connaît même l'heure, l'appareil, et surtout il regarde la seconde exacte où tu décroches.
Avant 2007, Netflix optimisait autre chose, la logistique, des enveloppes rouges, des entrepôts ou encore même des camions. Après 2008, il optimise autre chose, le consommateur. Une question reste alors en suspens. Maintenant qu'il connaît la seconde précise où chaque spectateur décroche, qu'est-ce qui se passerait si ce dernier avait plus l'occasion de décrocher? On arrive en 2012 et Netflix ajoute une fonction qui deviendra la norme sur toutes les plateformes de streaming, l'autoplay. On connaît tous ce petit dilemme, à la fin d'un épisode, est-ce que je continue ou je m'arrête là? La plupart du temps, on va pas se le cacher, on continue. Eh bien, c'est à cause de l'autoplay. À la fin d'un épisode, le générique rétrécit dans un coin et un compte à rebours commence. Si tu ne fais rien, l'épisode suivant va se lancer. Pendant ce temps infime, une question flotte dans ta tête. Est-ce que je veux vraiment lancer un épisode suivant? Sauf qu'il est toujours plus fatigant d'aller attraper la télécommande à l'autre bout de la pièce que arrêter. Alors l'épisode suivant démarre, et la question imperceptible qu'on avait depuis le début se retourne. C'est plus est-ce que je continue, c'est est-ce que j'ai le courage d'arrêter. Netflix n'a pas rendu l'épisode suivant plus tentant, il a juste inversé le choix que t'avais. Avant il fallait agir pour continuer, maintenant il faut agir pour s'arrêter. Et ça c'est pas une intuition, ça repose sur une loi précise. En 2010, 2 ans avant l'autoplay, une étude est publiée. Elle met en lumière quelque chose de fondamental dans notre cerveau, la loi du moindre effort mental. Sur 6 expériences, les gens choisissent de façon fiable l'option qui coûte le moins d'effort à ton cerveau. Voici une expérience qu'on va faire ensemble, vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Imagine, on te met devant toi un écran. En face de toi, tu te retrouves avec 2 cartes côte à côte. Elles sont toutes les deux identiques, même couleur, même forme. Rien, absolument rien à ce moment-là, ne te dit qu'il y en a une qui est plus difficile que l'autre. La première consigne qu'on va te donner, c'est choisir une carte. Tu décides alors de cliquer sur une carte, un chiffre apparaît en couleur. Selon la couleur, les règles changent. Si le chiffre est bleu, tu dois dire s'il est plus grand ou plus petit que 5. S'il est jaune, tu dois dire si c'est pair ou impair. Pour l'instant, c'est assez simple. Le seul effort que tu as à faire, c'est retenir les règles. Tu t'en es pas encore rendu compte, mais les 2 cartes ne sont pas les mêmes. L'une change de couleur sans arrêt. Elle passe du bleu au jaune et du jaune au bleu 9 fois sur 10. À chaque coup, tu dois reconfigurer ton cerveau car tu changes de règle. L'autre carte est plus tranquille. La couleur change très rarement. On sait tous que quand on décide de changer de règle en permanence, l'effort mental que tu dois produire est exponentiel. Une carte est épuisante et l'autre carte est reposante. Mais à l'œil, il n'y a aucune différence. Alors qu'est-ce qui se passe? Essai après essai, ta main glisse vers la même carte, la reposante, sans que tu l'aies encore décidé. Comme les participants de l'étude qui ont choisi près de 7 fois sur 10 la même carte. Les chercheurs, pour être sûrs, ont tout vérifié. C'était pas une question de vitesse, ni d'erreur, ou encore même de récompense. C'était l'effort lui-même. L'effort à lui seul a réussi à faire contourner le cerveau. C'est ça qu'on appelle la loi du moindre effort. Donner à ton cerveau 2 chemins, il prendra forcément le plus facile. Cette petite voix silencieuse, celle qui a guidé ta main vers la carte reposante, c'est exactement la même qui te souffle de passer à l'épisode suivant. Au final, tu te retrouves à regarder un épisode, puis 2, puis 3, sauf qu'à force, tu n'as jamais choisi d'arrêter. On finit par plus arrêter du tout. Le 1er février 2013, Netflix fait un choix un peu bizarre, il décide de sortir sa première série originale House of Cards, pas épisode par épisode, mais en une seule fois, les 13 épisodes d'un seul coup. À ce moment-là, Netflix observe un phénomène un peu étrange, les gens ne regardent pas un épisode par un épisode, et regardent la série entièrement d'une seule traite. Si on prend un peu de recul, c'est clairement pas Netflix qui a inventé le binge-watching, mais en lâchant une seule saison d'un seul coup, ils savent très bien ce qu'ils font. À ce moment-là, ils vont pas te proposer de regarder une seule série, ils vont te proposer une façon et une manière d'enchaîner. Si on se souvient de la petite voix dont je parlais tout à l'heure, celle qui te souffle de ne rien faire et de laisser tourner, et bien maintenant, elle a 13 épisodes devant elle. C'est comme ça que tu te retrouves à 2h du matin, 8 épisodes plus tard, sans savoir réellement ce qui s'est passé. Pour comprendre ce que le binge-watching fait dans ta tête, des chercheurs ont monté une expérience assez simple à comprendre. Ils décident de recruter 51 personnes réparties en 3 groupes. Tous regardent la même série, The Game, un drame d'espionnage de la BBC. Les 3 groupes regardent la même série de 6 épisodes, sauf de façon différente. Le premier, vous l'avez compris, va regarder en binge-watchant la série, donc les 6 épisodes en un seul coup. La deuxième regarde un épisode par jour, et la dernière décide de regarder un épisode par semaine. Le but est de tester la mémoire de 3 façons différentes. Donc la première, c'est juste après la fin, la deuxième, c'est 24 heures après, et la dernière, c'est 140 jours plus tard. Le résultat se joue en 2 temps. Juste après, c'est les binge-watchers qui gagnent. Ils se souviennent mieux de 4 points par rapport à ceux qui regardent un épisode par semaine. Mais on le retrouve 140 jours plus tard, et là, tout s'inverse. Les bingers ont tout oublié plus vite que les autres. Ceux qui ont pris le temps de regarder la série, un épisode par semaine, s'en souviennent le mieux.
Le dernier chiffre est un peu plus cruel, les bingers ont moins aimé la série. Si on prend une note sur 100, ils ont noté la série 81 sur 100, alors que ceux qui ont regardé de façon espacée l'ont noté de 91 points. Le mécanisme, il a un nom, c'est l'effet d'espacement. C'est l'un des phénomènes les plus établis dans la psychologie de la mémoire. On décide d'étaler ton apprentissage dans le temps au lieu d'ingurgiter en un seul coup. Quand tu décides d'ingurgiter tout d'un coup, tu obtiens un pic puis un effondrement. En 2017, 2 chercheurs publient une étude sur le lien entre le binge-watch et le sommeil. Le constat est assez terrifiant, plus on binge-watch, plus la qualité du sommeil se dégrade. On a plus de fatigue et plus d'insomnie. Le mécanisme est limpide, une série immersive te laisse le cerveau éveillé. L'esprit tourne encore pendant plusieurs heures, ce qui a pour conséquence de retarder et abîmer l'endormissement. Une grande méta-analyse de 2022 a rassemblé les résultats d'une dizaine d'études. Elle trouve un lien évident avec le stress, l'anxiété, la dépression et la solitude. On voit que le binger et la détresse vont souvent ensemble. Mais rien ne prouve que le binge déclenche la dépression ou même la détresse. Les gens seuls, anxieux, en dépression, se réfugient dans un monde imaginaire pour fuir leur réalité. On appelle ça l'escapisme. Le binge n'est pas alors la maladie, il en est les symptômes. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que Netflix prend note aussi des profils de ses utilisateurs. La façon de consommer a changé, mais aussi la façon de choisir. Alors une question s'impose. Quand tu lances un programme, est-ce que c'est vraiment toi qui choisis ce programme-là ? Commençons par le plus important, la miniature. Pour Netflix, c'est pas qu'un détail. C'est l'élément le plus important de toute l'interface. C'est clairement la première chose que ton œil rencontre. C'est celle qui va décrire ton clic sur les prochaines secondes. Dans une étude interne, Netflix mesure que la miniature capte environ 89% de ton attention pendant que tu scrolles. Le temps est infime. Netflix a 90 secondes pour t'accrocher avant que tu t'ennuies et que tu quittes l'application. 90 secondes découpées avec un regard de 1,8 secondes par miniature. Toute une œuvre doit tenir dans une vignette de quelques pixels vue en moins de 2 secondes. Alors ce qui nous intéresse, c'est comment Netflix fabrique ces images-là. Ils ont construit une machine, un système qui analyse chaque photogramme d'un film ou d'une série. Si on prend un exemple, une seule heure de Stranger Things, c'est 86 000 images à trier. Pour chaque image, l'algorithme note 3 choses. La qualité visuelle, où on retrouve dedans la luminosité, le contraste ou encore la netteté. Ensuite vient le contenu, avec notamment les visages, les objets et les angles. Et enfin la composition, où là on retrouve la profondeur et la symétrie. Puis il décide de les classer, du plus cliquable à la moins cliquable. Sur ce point-là, on a découvert 2 choses. La première, c'est que les visages qui expriment des émotions l'emportent toujours. Une image avec une personne qui laisse entrevoir la peur, la joie ou encore la tension du récit performe mieux qu'une image neutre. Il décide alors d'orienter les miniatures vers des émotions que portent les gens. La seconde chose, qui est sans doute la plus troublante, une même œuvre ne montre pas la même image à tout le monde. On va prendre comme exemple Good Will Hunting. Si tu regardes beaucoup de romances, on te montrera Matt Damon et Minnie Driver qui s'enlacent. Si au contraire tu préfères la comédie, tu verras Robbie Williams. C'est clairement le même film, mais avec 2 affiches différentes. À ce moment-là, on commence à comprendre que Netflix te connaît. Il connaît ce que tu regardes, tes goûts et tes habitudes. Près de 80% des gens qui regardent Netflix parlent d'une recommandation. Autrement dit, tu ne choisis pas vraiment, on choisit pour toi et toi tu valides. Il y a un levier dont on n'a pas encore parlé, qui est sans doute le plus évident, c'est l'abonnement en lui-même. Si on décide de regarder ce graphique, en 15 ans, le prix n'a fait que grimper. Et pourtant, personne ne dit rien. Comment Netflix a réussi à te faire payer 2 fois plus sans que tu t'en rendes réellement compte ? D'abord, le prix ne saute jamais. Quand Netflix décide de changer son abonnement, il le fait avec 1 ou 2 euros en plus. Il reste toujours sous le seuil où ton cerveau se réveille et se demande « est-ce que ça vaut encore le coup ?» C'est une variation trop faible qui fait passer sous le radar de l'attention. La hausse est calibrée pour ne jamais créer ce moment où tu t'arrêterais pour décider. C'est exactement le même principe que l'autoplay qu'on a vu tout à l'heure, il était calibré pour supprimer le moment où tu arrêtais de regarder. Et surtout, ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est que tu n'as jamais dit oui. On te prévient et le mois suivant, on te prélève. Alors que pour refuser, c'est à toi d'agir. Aller dans les menus, cliquer et résilier. Accepter, ça te demande aucun effort. Netflix ne te demande jamais si tu acceptes de payer plus. Il te demande si tu as le courage de partir. Devant cette question, généralement, on préfère rien faire et accepter l'augmentation des prix. Puis à l'ancrage, Netflix pose un premium à 21,99€, peu de gens le prennent, mais c'est pas le réel but. Son rôle principal est de rendre l'offre standard à 14,99€, beaucoup plus raisonnable en comparaison. En juillet 2024, Netflix retire l'essentiel.
la dernière offre sans publicité à bas prix. Ils décident de monter le prix à 10,99 €, ils enlèvent alors l'encre la plus basse. Ton cerveau à ce moment-là va faire une différenciation entre le premium et le standard. Désormais, tu compares que l'offre premium à 21,99 €. Ça devient ton point de référence. Si on regarde un peu plus loin, cette rentrée sans pub en 2014, c'était 8 €. Aujourd'hui, c'est 15 €. Le plancher a doublé et rien de ce que tu regardes maintenant n'a changé. Netflix a trouvé une réponse à tout ça. En novembre 2022, un nouvel abonnement apparaît, à 7,99 € par mois. Moins cher que tout le reste, la porte d'entrée est l'idéal. Parce que pour cette offre-là, tu regardes des publicités, entre 4 et 5 minutes par heure. Ça reste toujours moins que la télévision par ailleurs. Mais peu importe le volume, ce qui compte, c'est le principe. Ici, tu ne payes pas seulement avec ton argent, tu payes avec ton attention. Netflix te vend en accès et lui, il te revend à des annonceurs. Quand ce service est enfin sorti, il marche vraiment fort. Aujourd'hui, dans les pays concernés, près de 60% des nouvelles inscriptions décident de prendre l'offre avec de la pub. À chaque étape, quand Netflix décide d'augmenter ses prix, il trouve toujours quelque chose à ajouter. Plus de séries, de la 4K, il y a toujours une raison pour te faire accepter la note. Clairement, Netflix augmente jamais ses prix en silence, il t'offre une histoire pour que tu signes. Mais si malgré tout ça, l'envie te prend quand même de partir. Là, tu découvres vraiment toute la galère pour résilier. C'est pas juste économiser quelques euros, c'est perdre ton profil, ton historique, ta liste, tout ce que tu as créé depuis plusieurs années. Toutes ces petites habitudes installées depuis des années, ce coin à toi que tu avais fini par créer, son chez-soi finalement, disparaît en quelques secondes. Partir n'a pas un goût d'argent, donc tu décides au final de rester. Le plus troublant de tout ça, c'est que Netflix n'a jamais eu besoin de fermer la porte. Il a juste fait en sorte que de résilier est plus fatigant que de rester. Même le choix de partir, à ce moment-là, ne t'appartient plus. En 2025, Netflix dépasse 325 millions d'abonnés. Au-delà du nombre, un autre chiffre est beaucoup plus important. Chaque abonnement, c'est plus de 2 heures de visionnage par jour. Mais le temps d'écran, c'est pas le réel sujet. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui a réellement changé. La façon dont les gens décident de regarder les séries ou encore les films. Cette année, les études pointent une tendance qui est légèrement inquiétante. Aujourd'hui, plus de 1 spectateur sur 2 regarde son téléphone en même temps que la télé. D'ici 2027, on estime que plus de 80% des Américains regarderont un deuxième écran en même temps que la télé. Tout ce que je dis vaut pour la télé, mais ça vaut aussi pour Netflix. Voici ce que fait réellement ton cerveau quand tu décides de scroller en regardant un film. Quand tu te concentres sur une seule tâche, ton cerveau produit un flux continu. Celui-ci te permet de comprendre, de mémoriser, de traduire et même d'apprendre. Mais quand tu décides de scroller en même temps, ce flux se scinde en deux. Ton cerveau ne sait pas gérer les deux flux en même temps, alors il décide de faire une chose qui est assez simple, il bascule d'un flux à un autre sans jamais s'arrêter. Les conséquences sont immédiates, le spectateur distrait, retient moins et comprend moins les choses. L'effet s'aggrave avec des séries qui sont denses et qui demandent un suivi sur le long terme. Une nuance est quand même à apporter, un contenu qui est simple et qui demande peu de concentration ne casse pas ce flux-là. Sur le long terme en revanche, on remarque que la science, elle, reste prudente. Aucune preuve pour l'instant a été trouvée et prouve que ça abîme durablement ton cerveau. Face à un public qui a continué d'évoluer, Netflix avait deux chemins, combattre la distraction ou l'épouser. Et si au fur et à mesure des années, ils avaient choisi le second? S'ils avaient décidé de ne pas ramener vers l'écran, mais d'écrire pour ton absence. D'abord, en premier temps, on peut entendre des murmures. En décembre 2024, le critique Will Talvin publie une longue enquête. En la préparant, plusieurs scénaristes lui confient la même chose. Netflix donne souvent la même note. Faire qu'un personnage annonce à haute voix ce qu'il compte faire. Tout ça est bien évidemment mis en place par Netflix pour les gens qui restent et qui scrollent sur le téléphone à côté de leur série. Des scénaristes anonymes, un chuchotement dans les coulisses, mais qu'est-ce qui se cache derrière les scénaristes de Netflix? Un article est sorti, la chercheuse Daphne Idis recueille le témoignage d'un showrunner. Netflix lui a demandé d'adapter son écriture parce que le public regardait son téléphone. Le 7 janvier 2026, Matt Damon est invité du Joe Rogan Experience, une promo pour un film Netflix qu'il a produit. Il raconte sans détour les deux consignes qu'il a reçues de Netflix. La première, c'est de répéter les intrigues 3 ou 4 fois dans les dialogues. La raison, elle est toute trouvée, on l'a vu juste avant, c'est que les gens scrollent leur téléphone. Le second qui est aussi important, jeter la grosse scène d'action au début dans les 5 premières minutes du film. Ça permet d'accrocher le spectateur pour qu'il reste tout le long du film. Ce qui est intéressant, c'est que pendant cette interview, Matt Damon n'était pas seul, il était avec son ami Ben Affleck. À ce moment-là, Ben Affleck décide de le couper, et il parle de adolescence.
C'est une série qui est sortie sur Netflix. Il explique que dans cette série-là, il n'a pas eu toutes les consignes qu'avait eu notamment The Rip, le film de Matt Damon et Ben Affleck. Damon répond à Ben Affleck, il explique que Adolescence est une série qui est l'exception. Puis il ajoute de façon inquiète la phrase qui résume un peu tout. Ça va finir par changer la façon dont on raconte les histoires. La dernière question qu'on peut se poser, c'est si on décroche de notre téléphone, c'est peut-être parce que le programme qu'on regarde ne nous convenait pas. Alors si on décide de nous demander une chose, ce programme au fond, est-ce que c'est vraiment nous qui l'avons choisi ? Ces dernières années, Netflix a développé un algorithme qui s'entraîne sur tes clics passés. Pour comprendre ce que fait l'algorithme, 3 chercheurs ont mené une étude. Ils ont décidé de monter une simulation. Ce qu'il décrit est un peu vertigineux et assez intriguant. Un algorithme de recommandation comme celui de Netflix par exemple apprend à partir de tes clics. Sauf que tes clics au départ sont des suggestions. Il te propose, tu cliques. Et le clic devient sa preuve que tu as aimé ça. Puis il te repropose et tu recliques. Ça confirme le fait qu'il avait fait avant. Si tu n'arrives pas à voir le problème, voici ce qu'il en est. L'algorithme s'entraîne sur des données qu'il a lui-même fabriquées. Il ne mesure jamais tes vrais goûts, seulement l'écho de ses propres suggestions. La boucle est fermée, c'est comme si l'algorithme continuait de se regarder dans le miroir. Des gens qui au départ avaient des goûts différents finissent par converger vers le même film ou la même série. L'algorithme ne devine pas ton goût, il te pense à devenir la moyenne statistique des gens qui te ressemblent. Voici le dernier choix que Netflix décide de te supprimer, celui de savoir tout simplement quoi regarder. À ce moment-là, tu décides plus ce que tu vas regarder, c'est calculé par rapport à ce que tu as regardé précédemment. Sauf qu'au final, tu te retrouves comme tout le monde à regarder les mêmes séries et les mêmes films. Une œuvre magnifique, c'est presque jamais celle qu'on allait chercher, celle qu'on croise par accident, celle qui était à la base pas faite pour nous. Parce que découvrir, ça se mérite. Ça demande de sortir de soi, d'aller vers ce qu'on ne connaît pas et généralement ce qui ne nous ressemble pas. Ce qui, sur le papier, n'était pas fait pour nous. Ça demande d'accepter de perdre un peu de temps, de tomber parfois sur du médiocre et de très souvent se tromper. Mais un soir, au bout d'un chemin, d'être recueilli par quelque chose qu'une machine n'aurait jamais pareillé. Voilà le prix de la vraie surprise. Un peu d'effort, un peu d'hasard, toujours un peu de risque. La découverte n'est jamais confortable. C'est généralement même à ça qu'on la reconnaît. L'algorithme, lui, te permet de ne jamais te tromper. Dans la même promesse, il t'enlève souvent autre chose, celle de ne jamais être surpris, de te débarrasser de l'erreur, et avec elle, la seule chose qui rendait la rencontre possible. Il a juste rendu la découverte un peu trop fatigante. Et nous, de notre côté, on a dit oui. On a préféré qu'il choisisse notre place. Le vertige de choisir contre le confort d'être choisi. Voilà la résultante et la devise de Netflix.